Contrairement à ce que certains ont pu interpréter, la théorie de l'évolution par sélection naturelle, elle n'est pas incompatible avec l'existence de l'altruisme, même en admettant la théorie du gène égoïste de Dawkins. Alors, il importe d'abord de spécifier ce qu'on veut dire par altruisme. En biologiste qu'il est, Dawkins, il parle d'altruisme en se basant uniquement sur ce qui est empirique, sans spéculer sur les intentions ou les motivations des animaux qui agissent. Alors en biologie, on qualifie d'altruiste un comportement qui représente un coût, C-O-U, accent circonflexe T, donc un coût, pour l'animal qui agit et qui bénéficie à d'autres animaux. Je vous lis un extrait du premier chapitre du gène égoïste. Une entité telle qu'un babouin est dite altruiste si elle se conduit d'une façon telle qu'elle augmente le bien-être d'une autre entité du même type aux dépens du sien. Le comportement égoïste a exactement l'effet inverse. Le bien-être est défini comme les chances de survie. Un peu plus loin, Dawkins poursuit comme ceci. Il est important de se rendre compte que les définitions que je viens de donner de l'altruisme et de l'égoïsme sont comportementales et non subjectives. Je ne m'intéresse pas à la psychologie des motivations. Alors, si on sortait de la biologie, en philosophie, en psychologie, dans les sciences du cerveau, c'est certainement intéressant de se questionner sur les motivations, de chercher à savoir si la notion d'altruisme authentique a un sens ou une assise dans la réalité. Du moins, on sait que chez les humains, de vouloir consciemment le bien d'autrui, ça existe. Et est-ce que nos comportements apparemment altruistes reposent inévitablement, en fait, sur la poursuite de nos propres intérêts? Ici, on pourrait faire intervenir les philosophes des Lumières, Immanuel Kant et David Hume. Pour Kant, qu'une action soit faite par intérêt lui enlevait toute valeur morale. Serait-ce l'intérêt d'être heureux de faire du bien aux autres? Pour Kant, il n'y avait pas de différence ontologique entre trouver un plaisir dans le bien des autres et vraiment chercher à obtenir des avantages pour soi au moyen d'une action en apparence altruiste. Alors que Hume, au contraire, voyait l'altruisme authentique comme le fait de se soucier du bien-être des autres. Bon, il appelait pas ça altruisme authentique, mais l'idée, c'est essentiellement ça chez Hume, qu'on a un sens moral parce que nos sentiments naturels nous portent à nous soucier du bien des autres. Et bien sûr, à partir de là, les sentiments naturels sont modelés, ils sont orientés par, des sociologues diraient par la socialisation. Hume parlait d'ailleurs d'habitus. Alors, les sentiments naturels vont être orientés par la manière dont on est élevé, par l'environnement social. Mais les sentiments naturels altruistes, selon Hume, étaient pour ainsi dire le matériau de base qu'on devait ensuite façonner par l'éducation. Et on pourrait certainement discuter de la question de savoir si ça reste du vrai altruisme, même si l'individu qui agit de façon altruiste, il trouve un plaisir pour lui-même. S'il y a une différence ontologique entre prendre plaisir au bien-être des autres et agir pour le bien des autres dans la mesure où ça nous rapporte quelque chose d'autre que ce seul plaisir. Bon, ce sont des questions intéressantes en philosophie,
Mais Dawkins, lui, il laisse ça de côté. Et avant de revenir à Dawkins, autre élément de cette parenthèse, les sentiments naturels altruistes, Hume avait quand même raison au moins sur ce point, ils existent. Ils existent chez les humains et ils existent aussi chez d'autres animaux. Entre autres, l'empathie est un instinct qui existe chez tous les mammifères et les oiseaux. Dawkins, comme il dit, ne s'intéresse pas à la psychologie des motivations, mais d'autres s'y sont intéressés, par exemple le primatologue Franz de Waal. Et selon ce dernier, il semble que les comportements altruistes n'aient pas toujours les mêmes explications. On en retrouve chez une grande diversité d'animaux. Et par exemple, chez les mammifères, ils sont souvent motivés par l'empathie, alors que chez les insectes sociaux, par exemple, l'empathie n'existe pas du tout. Alors, il semble, pour faire une histoire courte, qu'on puisse distinguer des animaux qui agissent en fonction de sentiments complexes, en s'ajustant à diverses situations et interactions, comme les grands singes, les distinguer d'animaux qui agissent, pour ainsi dire, par instinct. Les abeilles, par exemple. Mais bon, je ferme la parenthèse et je reviens au gène égoïste de Richard Dawkins. Lui se limite aux effets des comportements. Il remarque qu'encore là, le comportement altruiste a souvent en réalité des effets positifs pour les chances de survie de l'animal qui agit d'une manière qui augmente le bien-être de ses semblables. Mais de toute façon, si on ne perd pas de vue que dans la conception de Dawkins, ce sont les gènes qui luttent pour leur survie et non les organismes, l'altruisme chez les organismes, que ce soit des humains ou des animaux d'une autre espèce, ça n'a rien d'inexplicable parce qu'il peut arriver qu'un animal augmente les chances de survie de ses gènes en agissant pour le bien d'un autre, même à son propre détriment. Dawkins écrit « Ce livre montrera comment l'égoïsme et l'altruisme individuel s'expliquent grâce à la loi fondamentale que j'appelle l'égoïsme des gènes. » Alors, on peut envisager que les gènes programment les animaux pour être altruistes envers certains de leurs semblables dans la mesure où ils ont des gènes en commun avec eux. Et c'est évidemment le cas pour le fait que les parents soient programmés pour être altruistes envers leurs enfants chez les animaux pour qui le soin parental existe. Par exemple, les mammifères et les oiseaux. Et l'humain est un mammifère, ne le perdez pas de vue. Alors Dawkins développe sur l'altruisme avec les membres de la famille dans le chapitre qui a pour titre « La parenté génique ». Il écrit « La pierre de touche de ce chapitre réside dans le fait qu'un gène pourrait aider les répliques de lui-même se trouvant dans d'autres corps. S'il en était ainsi, cela aurait l'apparence de l'altruisme individuel, mais induit par l'égoïsme du gène. Et non seulement nos descendants, mais tous les organismes avec lesquels on a des liens de parenté ont des gènes communs avec nous. C'est donc un bon pari pour les gènes de programmer les organismes pour qu'ils soient altruistes envers les membres de leur famille. Bien entendu, comme je l'ai dit dans une précédente capsule, les animaux n'agissent jamais en étant motivés par la survie de leurs gènes. En étant consciemment motivés par la survie de leurs gènes, même les humains ne sont pas motivés consciemment par ça. Et dans la réalité, on ne calcule pas le degré de parenté qu'on a avec un autre membre de son espèce avant de décider si on agit de façon altruiste envers lui. Les humains ne le font déjà pas, puis on peut douter encore plus fortement que d'autres animaux le fassent. Ils n'en auraient même pas la capacité. Mais les gènes programment les animaux de façon à ce que, de manière générale, ceux envers qui ils sont altruistes contiennent des copies d'eux-mêmes.
On parle d'une moyenne statistique, pas d'une règle absolue. Dawkins fait valoir, par exemple, que la tendance d'un animal à être altruiste envers les animaux qui lui ressemblent physiquement pourrait être une bonne stratégie dans une espèce qui vit en groupe restreint. Dans une espèce dont les membres ne se déplacent pas trop ou se déplacent en petits groupes, il y a beaucoup de chances pour que n'importe quel congénère rencontré par hasard par un animal soit un parent assez proche de lui et donc contienne des gènes communs, des copies de ses propres gènes. Dans ce cas, écrit Dawkins dans le chapitre La parenté génique, la règle « Sois gentil avec n'importe quel membre de l'espèce que tu rencontres » pourrait avoir une valeur positive de survie dans la mesure où un gène prédisposant ses possesseurs à obéir à la règle pourrait devenir plus important dans le pôle génique. Cela pourrait expliquer pourquoi le comportement altruiste est si souvent observé chez les singes et les baleines. Fin de la citation, mais ne perdons pas de vue que l'altruisme naturel va toujours être pour un groupe restreint. Déjà dans le premier chapitre du gène égoïste, Dawkins fait remarquer que l'altruisme chez les animaux sociaux ne s'étend pas à l'ensemble de l'espèce, mais seulement aux membres de leur groupe. Dire que les animaux agissent pour le bien de leur espèce, c'est fallacieux, nous dit Dawkins. Et je vous rappelle que selon lui, l'unité de la sélection naturelle, c'est le gène. Et ça l'oppose à d'autres qui considèrent que l'unité de la sélection naturelle, c'est l'espèce. Mais il est temps de revenir à mon sujet principal, c'est-à-dire la conception de l'être humain. Eh bien, l'altruisme de l'humain, bien entendu, peut être plus ou moins étendu. Il ne se limite pas aux membres de sa famille et on peut soulever la question de savoir si le caractère culturel propre à l'humain rend possible pour lui de développer un altruisme qui ne serait pas simplement biologique. Et si c'est le cas, cet altruisme induit par la culture aurait-il le potentiel de s'étendre vraiment à l'ensemble de l'humanité? Ou même à tous les animaux comme le voudraient les antispécistes? Que je sache, la réalité empirique n'a pas encore montré un tel potentiel à l'œuvre, mais la porte reste ouverte pour la réflexion. Quel est le potentiel d'altruisme de l'être culturel que nous sommes? Pour en revenir à l'altruisme entre membres de la famille, mais spécifiquement chez l'humain, c'est certain que la programmation génétique qui suscite l'altruisme envers sa descendance existe dans notre espèce. Mais il importe de mentionner, comme le fait Dawkins, que chez les humains, les liens de parentaux sont sociaux en plus d'être biologiques. C'est-à-dire qu'il s'agit de rôles socialement, culturellement établis qui peuvent correspondre à une forme de filiation biologique, c'est souvent le cas, mais ça peut aussi ne pas être le cas. Et il y a diverses manières de déterminer qui a des responsabilités envers chaque enfant. Les relations biologiques ne sont pas le seul critère retenu par les différentes sociétés humaines. Comme le remarque Dawkins, nous les humains avons l'habitude de vivre selon des règles et elles ont un pouvoir si important que si nous sommes faibles d'esprit, nous obéissons à la règle, même lorsque nous pouvons parfaitement nous rendre compte qu'elle nous fait, à nous ou aux autres, aucun bien. Alors cet extrait-là rejoint bien la particularité de l'humain. Il est déterminé culturellement, en plus d'être déterminé biologiquement. Alors, l'altruisme, encore une fois, n'est pas incompatible avec la programmation par les gènes. En ce qui concerne l'humain, l'altruisme s'explique sans doute en partie biologiquement. Il n'est en rien incompatible avec l'évolution par sélection naturelle.
ni avec l'idée que nous soyons programmés par nos gènes, mais en ce qui concerne notre espèce, être programmé en partie par des gènes égoïstes est d'autant moins incompatible avec l'altruisme, avec le sens moral, avec l'éthique, qu'en plus, on est aussi programmé par ce que Dawkins appelle des mèmes. Nos comportements altruistes s'expliquent en grande partie par notre tendance à suivre des règles établies par la communauté dans laquelle on vit.